Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Triangle Socle du Congo, Trisoko. Trisoko, nous revenons aujourd'hui pour essayer de répondre à plusieurs questions de vous, téléspectateurs qui nous suivez, autour de la question de programme de FMI efficace ou inadapté aux réalités congolaises. Vous avez posé beaucoup de questions et je suis là avec l'initiateur de l'article paru il y a quelques semaines dans la presse. Et il essaiera de répondre à vos questions. Je salue déjà. Bonsoir, Monsieur Bifoumanou. Bonsoir. Bienvenue surtout. Merci. Et votre sujet autour de votre avis que vous avez émis sur les différents programmes du FMI dans notre pays. Vous avez dit que ce programme, très souvent, ne tient pas compte des réalités nationales, des réalités de terrain congolais. Alors, les téléspectateurs voudraient bien comprendre cette réflexion. Déjà, la première question, l'un des téléspectateurs voulait clairement vous écouter dire « Faudra-t-il que le Congo coupe les liens avec les institutions de Bretton Woods ?» Merci beaucoup pour la parole. Et personnellement, je ne peux pas soutenir cette thèse et rompre avec le Fonds monétaire. C'est comme un bébé qui rompait avec sa maman, c'est-à-dire la maman a le lait maternel, mais le bébé refuse ce lait-là. C'est un vrai exemple pour démontrer que le Congo est toujours dépendant de ces institutions. Ce n'est pas une dépendance, mais nous sommes sur une planète qui a besoin de ça. Donc le Fonds monétaire joue un rôle régulateur sur notre terre ici. Alors maintenant, c'est le rôle régulateur. Vous parlez d'un rôle régulateur qui semble l'être que pour des pays sous-développés comme le nôtre. Hein. L'autre fois, vous avez parlé, par exemple, des Coréens, des Russes qui n'ont pas besoin des programmes du FMI, par exemple. Tant mieux, s'ils n'ont pas besoin de ça, mais au moins ils savent comment réguler les choses. Mais sur le plan international, le DG du Fonds monétaire n'a jamais été un Africain, c'est toujours un Européen. Le DG de la Banque mondiale, le président de la Banque mondiale n'a jamais été un Européen, toujours un Américain. Donc c'est pour dire que ça concerne tout le monde. Et là, c'est pour argumenter... Non, la régulation, c'est-à-dire pour dire que c'est nécessaire. Le Fonds monétaire est très nécessaire pour le monde et surtout pour nous. Il est encore très nécessaire. Alors maintenant, cette nécessité ne veut pas dire que tout ce qu'il fait est bon. Ou tout ce qu'il fait doit être gobé de cette façon-là. Parce que les résultats, on constate que tous les chercheurs, je ne sais pas s'il y a un chercheur qui a déjà soutenu que les programmes du Fonds monétaire tels qu'ils étaient conçus et appliqués dans le monde entier ont donné de bons résultats. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent soutenir ça. Il y a toujours des aspects qu'on peut redire. C'est tout ce que nous disons. Les fonds monétaires est bon, il faut les garder. Mais maintenant, nous qui bénéficions de ces programmes, est-ce que nous ne pouvons pas dire au Fonds monétaire que non, les programmes, c'est bon, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire ça et ça pour améliorer les résultats de ces programmes? C'est là la question. C'est comme l'une des questions de l'un des téléspectateurs qui disait « Qu'est-ce que vous reprochez au Fonds monétaire exactement ?» Justement. En termes clairs, parler d'un exemple qui bloquerait ou sinon qui n'aiderait pas le pays, la RDC par exemple, à ne pas avancer lorsque nous sommes d'ailleurs déjà en programme avec 1,5 milliard de dollars qui est en train d'être déboursé en faveur de la RDC. C'est-à-dire, en termes clairs, je prendrai une image. C'est comme une maman qui prend son sein vers le bébé et que le bébé s'arrange lui seul pour sucer ce lait-là. Peu importe la position du bébé, peu importe ceci, de la maman pense seulement son sein et puis dit non, j'ai pendu mon sein que l'enfant suce le sein à sa manière. Non. La maman doit s'assurer, c'est-à-dire, je répète aussi sérieusement, que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas un simple intellectuel, parce qu'on est juriste. Non. Je suis juriste, mais ce n'est pas en tant que juriste que je mets une telle précision.
je suis fiscaliste, mais ce n'est pas en tant que fiscaliste. Mais je réagis en tant qu'auditeur interne. En tant qu'auditeur interne, j'ai cette possibilité de mettre un point de vue là-dessus. C'est en tant qu'auditeur interne que je mets le point de vue. Donc, de sorte aussi, il y a quelqu'un qui veut s'opposer, qu'il se met d'abord dans la peau d'un auditeur interne. Que pourrait dire l'auditeur interne par rapport à ce que je dis? Mais c'est tout simplement chercher à améliorer. Un auditeur interne ne va pas pour détruire. Alors, c'est pour chercher à améliorer. Le reproche, c'est le fait que le Fonds monétaire ne sait pas alors prendre en compte les réalités de notre position, de notre histoire, de notre fonctionnement, c'est ça? Oui, ça c'est en termes généraux. C'est ce que les gens peuvent dire. Mais moi, en tant qu'auditeur interne, expert, ce n'est pas comme ça que je vais présenter les choses. Comment vous les présentez? Moi, je présenterai ceci. Quels sont les objectifs? Nous avons notre situation congolaise que nous connaissons tous, même des pays africains. Nous nous plaignons de l'état de nos routes. Nous nous plaignons des hôpitaux, ainsi de suite. Ça, c'est un constat général. Que vous soyez intellectuel ou non intellectuel, au moins c'est un constat que vous faites. Et c'est le Fonds monétaire qui viendra alors nous aider à construire tout ça? J'arrive maintenant pour comprendre, pour que les gens comprennent en clair ce que je voulais dire. Maintenant que le constat est fait, qu'est-ce que nous voulons? Mais les raisonnements actuels, on dit, vous avez besoin des écoles? Oui, nous allons vous construire des écoles. On vous construit des écoles, on vous donne l'argent pour construire des écoles, et puis, terminé. Je vous ai donné l'argent, construisez des écoles, et vous construisez. Et à la fin, soit qu'on n'a pas de bonnes écoles, ou en totalité, telles que prévues, soit qu'on a des écoles, mais d'une façon défaillante. Et maintenant, quand on sait pas, mais on a dépensé pour ça. Ah non, moi, Fonds monétaire, je vous ai mis l'argent à la disposition j'ai mis l'argent à la disposition des uns et des autres. Ce qui s'est passé ne me concerne pas. Ça, c'est simplement interne à vous. Mais vous avez sorti l'argent pour un objectif. Alors maintenant, vous abandonnez la situation à ce niveau-là. Il n'y a pas de résultat. Pour vous, ça ne vous dit rien. Ça, c'est le constat de commun. Non, mais la logique, on voudrait bien comprendre la logique de votre raisonnement. Est-ce que le Fonds monétaire devrait aider le Congo dans la construction, dans le domaine de l'éducation notamment, sur toute la ligne, recruter les enseignants, les payer et même payer aussi les frais de fonctionnement de ces écoles? Maintenant, en tant qu'auditeur, je dis, après avoir fait le constat, première étape, faire le constat, comme on le fait bien. La deuxième étape, les raisonnements que j'appelle maintenant traditionnels, c'est quoi? Nous avons ce constat. Quelles sont les causes de ce constat? Ce que nous venons de constater, quelles sont les causes? On dénombre différentes causes. Et puis, quelles sont les pistes de solutions? On fait des propositions de solutions. Voilà la démarche que j'appelle, moi, traditionnelle de tous les intellectuels là, ici. Même quand nous participons aux conférences internationales ou nationales. Oui, mais elle n'est pas suffisante. Non, j'arrive. Justement. Justement, c'est là où je suis en train d'arriver. Donc, vous voyez, ces raisonnements, apparemment, nous étions tous dans ces raisonnements. Mais c'est quand nous avons maintenant eu cette petite spécialisation de l'audit que nous avons constaté les failles de ces raisonnements. Constat, deuxième étape, identifier les causes, et troisième étape, piste de solution. Et qui propose les pistes de solution? C'est n'importe qui. C'est-à-dire, il peut être historien, il peut parler, comme il est intellectuel, il fait des propositions. Oui, mais et puis on dégage des recommandations. On participe. La semaine passée, j'ai participé à un séminaire, 2 jours. C'était la même démarche. Constat, cause, piste de solution. Et voilà les failles. Conséquence, je leur ai dit, on vient de manger gratuitement, mais le résultat, il n'y aura rien de bon. J'ai démontré ça par la suite. Mais voilà maintenant comment, moi, auditeur, ce que je peux proposer en disant, après avoir fait le constat, et c'est ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Nous avons seulement appris et nous avons adhéré à ce schéma. Vous avez fait le constat, ça c'est une très bonne chose. Maintenant, au lieu de dire,
quelles sont les causes? Voilà la différence. Au lieu de demander quelles sont les causes de ce constat, on vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez la nuance déjà? On fait le constat, on vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez? Il y a déjà une grande marche sur le plan intellectuel. Avant, première question, quelles sont les causes? Mais maintenant, première question, qu'est-ce que vous voulez? C'est déjà une grande démarcation. Maintenant, quand vous allez répondre à la question, nous voulons des bonnes écoles, nous voulons des bons hôpitaux, nous voulons ceci ou cela, ah bon? Troisième étape, avant vous disiez piste de solution, troisième étape, et puis c'est fini. Mais ici, troisième étape, ce ne sont pas des pistes de solution. Vous avez précisé maintenant vos objectifs, que vous voulez ça et ça et ça. Maintenant, identifiez les événements par rapport à ce que vous voulez. Pour atteindre cet objectif, quels sont les événements que vous pouvez identifier? C'est différent des pistes de solutions. C'est différent. Les événements, c'est-à-dire, les événements, il peut y avoir des événements positifs comme les événements négatifs. Les événements positifs, ce sont les opportunités qui peuvent se présenter. Par exemple, vous dites non, le cours des matières premières va augmenter d'ici 2 mois. C'est un événement positif, c'est une opportunité. Ça ne sera pas toujours comme ça. Mais c'est une opportunité. Maintenant, vous allez vous poser la question, face à cette opportunité, comment je dois me comporter? Ça, c'est une autre démarche, une autre réflexion à faire. Maintenant, quand vous dénombrez les événements négatifs, c'est ce qu'on appelle les risques. Les événements négatifs sont les risques qui peuvent vous empêcher d'atteindre les objectifs. Il faut les identifier. Et là, c'est un travail technique, pas d'une façon approximative. Il faut être le plus exhaustif possible quand vous avez identifié ces risques-là. Parce que ce sont ces risques qui peuvent vous empêcher d'atteindre l'objectif. Et quand vous avez identifié ces risques-là, qui peuvent vous empêcher d'atteindre les objectifs, maintenant vous devez, parce qu'il peut y avoir même 200, 300 risques que vous pouvez identifier. Mais il faut maintenant les évaluer. Parce qu'il y a des risques, vous dites, non, pour ça, ça ne sert à rien. Je ne peux pas perdre mon temps à réfléchir sur ces risques, je l'accepte. Il y a des cas où on dit, non, ces risques, je n'ai pas à perdre du temps, je les transfère ailleurs. C'est comme l'assurance. L'assurance, c'est une preuve de transfert des risques. Que moi, je ne voudrais pas gérer les sinistres, je paye l'argent à la SONAS va gérer le reste. On transfère les risques. Maintenant, on peut dire, on va évaluer en disant, voilà les risques les plus importants qui peuvent m'empêcher de faire ça. C'est-à-dire, les risques les plus importants, ce sont les risques qui ont une grande probabilité de se réaliser et qui ont un impact. Surtout l'impact. Quand un risque a un impact, ça peut être un risque qui a un grand impact. Un avion, par exemple, quand il vole, il suffit qu'il tombe, souvent sur des dégâts, tout le monde meurt. Donc l'impact est très sérieux. Mais la probabilité, il y a combien de risques d'accidents à travers le monde chaque jour? Il y en a très peu. Donc la probabilité est faible. Bien que l'impact soit important, la probabilité est faible. Donc voilà les analyses qu'on fait. On évalue les risques. Maintenant, vous vous concentrez sur les risques les plus importants, c'est-à-dire ceux qui peuvent vous empêcher réellement d'atteindre les objectifs. Par exemple, quand on dit un problème d'argent, on va atteindre ça, mais sans argent, on ne fera rien. Donc, manquer l'argent, c'est un grand risque qui va vous empêcher d'atteindre les résultats. Ou avoir des cadres moins compétents. C'est-à-dire des cadres qu'il faut... Maintenant, vous allez voir, est-ce que ces cadres-là, devons-nous les former? Nous devons-nous recruter des cadres bien formés? Devons-nous renforcer leurs capacités? Voilà des questions que l'on se pose dans la réflexion. Alors, et après, ce n'est pas encore terminé. Maintenant, vous commencez à traiter pour ces cas de cadres, qu'est-ce que nous devons faire? Recruter ou renforcer les capacités? Prendre ceux qui sont là, les recycler tout simplement. C'est une option. Et c'est une décision prise. Et les nombres, est-ce qu'on a besoin de 50 ou de 30? Vous déterminez. C'est quand vous avez déterminé partout de cette manière-là que vous aurez maintenant un plan facile, réaliste. Et non pour ça, voilà ce que nous proposons. Et ça va se réaliser.
Et on ne doit pas avoir des objectifs globaux d'une façon vague. On doit avoir des objectifs qu'on appelle mesurables et temporels. Que nous, dans un mois ou dans une année, nous devons atteindre tel objectif. Parce que quand nous avons atteint tel objectif dans 6 mois, eh bien, nous préparons le deuxième objectif qu'on doit atteindre dans une année ou dans 2 ans. Voilà la démarche qui vous aide à maîtriser les risques. Et c'est tout différent de la démarche que j'appelle traditionnelle, qui se limite à constater les faits, et puis identifier les causes, et enfin proposer des solutions. Parce que là, le risque, c'est que vous n'allez pas identifier toutes les causes. Vous n'allez pas dégager toutes les causes. Et vous aurez du mal aussi à faire des propositions suffisantes. Il peut y avoir des propositions à faire, mais elles ne seront pas suffisantes. C'est ça le risque. Alors, et la preuve est là. Nous sommes dans le sous-développement. Avec cette démarche-là, que j'appelle, je répète, traditionnelle. Constat, cause, proposition. Ça, c'est la démarche traditionnelle. Et vous pensez que le Fonds monétaire international jusque-là n'a pas encore de programmes qui ont réussi à résoudre des problèmes de façon efficace et définitive. Alors, une autre question d'un téléspectateur, parce que vous l'avez évoqué, vous parlez des directeurs généraux du Fonds monétaire et même le président de la Banque mondiale, qui sont toujours des Occidentaux. Est-ce que, selon un téléspectateur qui voulait dire, c'est pas aussi une façon que l'occidental est revenu, les Occidentaux sont revenus pour avoir la même mise sur les ressources de pays pauvres, parce que déjà, tous ces programmes qu'ils conçoivent pour nous ne sont pas, eux n'en ont pas besoin, mais ils sont là pour gérer les ambitions et même les économies des pays aussi pauvres. Est-ce que ce n'est pas une façon de revenir pour avoir une même mise sur les économies des pays pauvres? Non, on ne peut pas soutenir une telle thèse, qu'ils sont là pour ça, non. C'est-à-dire, c'est eux qui avaient mieux compris les bien fondés du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. La guerre mondiale n'a pas sévi en Afrique, ni en Asie. En Asie, du côté Japon, tout simplement. Et les autres pays, en Chine, est-ce que la Chine a subi de plein fouet la Deuxième Guerre mondiale? Et le Fonds monétaire et la Banque mondiale n'interviennent pas dans ces pays-là régulièrement comme chez nous. Mais justement, si ils n'interviennent pas de cette façon-là... Parce que l'impression dans votre réponse, on dirait que le FMI, la Banque mondiale ont été créés pour... Non, c'est pour régler... essayer d'aider après, de combler les déficits après la guerre mondiale. Mais justement... Mais alors, ces pays-là qui ont été frappés durement ne bénéficient pas de ce programme régulièrement comme nous. Mais au départ, ils ont bénéficié de tout ça. Vous croyez que l'Occident n'a pas eu besoin du Fonds monétaire ou de la Banque mondiale? Si. C'est-à-dire, eux ont compris ça dès le départ et ils savent le sérieux de ces institutions. Ils ont injecté aussi des fonds pour que ces institutions fonctionnent. Mais comment voulez-vous céder, même dans une société? Quelqu'un, l'associé majoritaire, c'est celui qui doit gérer la société. Vous avez 60% dans une société et vous allez céder la gestion de la société à quelqu'un qui a 10% ou 5%. Ça ne peut pas se concevoir. Donc, dans la gestion, nous sommes des hommes, on doit être aussi réalistes et pragmatiques. Ils ont injecté des fonds, ils sont majoritaires, les fonds injectés sont des lois majoritaires. Maintenant, c'est normal qu'on leur dise, bon, superviser la gestion de ça pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Il n'y a que ça. Les jours où les pays africains vont dire, bon, vous, États-Unis, vous avez donné combien à la Banque mondiale? Ah non, nous contribuons pour 5 milliards. Bon, moi, pays africain, je vais contribuer pour 6 milliards, 7 milliards. Mais il prenait la présidence de la Banque mondiale. C'est clair. Mais comme nous n'avons pas participé dès le départ à cela, vers les années 45, là, quel État africain était fort? Vous pouvez parler comme maintenant? Rien. Donc, c'est tout à fait normal qu'eux aient pris l'allure. Non, mais c'est des règles qui sont établies, qui s'imposent, et ce sont eux qui gardent toujours la main. Non, maintenant, ces règles-là, même si elles s'imposent, c'est parce que la conditionnalité existe. On ne doit pas gérer, on ne doit pas entrer dans les fonds monétaires n'importe comment, à la Banque mondiale. Il y a quand même une certaine conditionnalité qui existe. Et c'est normal
qu'il y ait la conditionnalité dans ce domaine. Mais maintenant, le plus important, c'est à vous, c'est vous, les pays demandeurs, de chercher maintenant à obtenir un changement de paradigme si on estime que leur raisonnement n'est pas favorable. Et c'est ce que je fais. C'est une façon d'aider nos États à dire au Fonds monétaire, non, vous nous avez déjà donné l'argent, vous avez déjà fait ça et ça, mais voilà les failles que nous constatons. Donc, faisons ceci pour améliorer. Un auditeur ne va pas là pour détruire, mais c'est pour améliorer. Alors, une autre question, je voudrais peut-être que vous nous répondiez aussi brièvement. Un de téléspectateurs qui dit que ces institutions devraient normalement proposer des programmes d'appui technique, c'est-à-dire apprendre aux pays pauvres, notamment la RDC, des techniques de gestion efficaces axées sur les réalités et non de continuer à donner de l'argent et surtout de l'argent qui n'aide absolument à rien parce que les problèmes sont beaucoup plus nombreux que les moyens qu'ils mettent à la disposition de notre pays. Mais justement, c'est-à-dire, il me réjouit sans le savoir, les téléspectateurs. C'est ça justement que l'on cherche. Au lieu de dire, voilà la solution, mais il faut ensemble, eux et nous, ou nous qui avons besoin de ça, nous soyons capables d'expliquer les choses. Et non, nous, au Congo, voilà ce que nous avons comme réalité. Voilà les lacunes. On a des lacunes sur le plan technique. Aidez-nous seulement sur le plan technique. Ça ne doit pas être la conclusion ou un sentiment exprimé. Ça ne doit pas être un sentiment exprimé. Ça doit être le résultat la conclusion d'une réflexion. Mais vous savez aussi une autre chose, c'est que nous avons des universités, en fait, des grands universitaires chez nous, des docteurs même, nous en avons, mais malheureusement, peu d'écoles, peut-être aucune école ne propose des études dans des domaines, notamment le domaine économique, avec des chiffres, des études sur les différentes filières, les différents domaines d'investissement économique, des études chiffrées et aussi avec des options claires qui pourraient aider même les autres investisseurs à venir chez nous au Congo. Mais c'est peut-être seulement ces institutions qui viennent faire des études et pour nous offrir même ces mêmes études au gouvernement. Vous ne trouvez pas que quelque part nous avons encore du mal à assurer nous-mêmes notre destin à travers la connaissance de notre environnement? Mais justement, raison pour laquelle moi je dis, c'est-à-dire en approfondissant la réflexion, je dis la cause de tout ça, c'est ce raisonnement traditionnel. Constat, cause, piste de solution. Je peux vous citer plusieurs séminaires auxquels on a participé, où j'ai participé personnellement, où on a vécu cette démarche-là, en national comme en international. Cause, donc, constat, cause, piste de solution. Point final. Or, quand vous n'avez pas approfondi la réflexion, parce que dans les pistes de solution, quelqu'un peut dire, peut faire une proposition et puis retenons comme recommandation ça et ça. Mais ça, je ne dis pas que c'est sentimental, mais ce n'est pas suffisant. Cette réflexion-là, cette façon de raisonner ne nous avancera pas. Mais quand on change de paradigme maintenant, en disant, on fait le constat. Vous voyez les deux étapes, il faut comprendre les deux étapes. Le premier schéma traditionnel, constat, cause, piste de solution. Et les gens vous disent que sur le plan intellectuel, c'est bon. Et non, c'est une bonne façon de voir. Il faut identifier les causes et puis proposer des solutions. Ça, c'est le traditionnel. Conséquence, résultat, il y aura des choses que vous allez écarter, oublier. Mais maintenant, nous proposons, je dis bien, je répète, en tant qu'auditeur interne, on est quand même bien formé. On a compris que maintenant, il faut changer la façon de raisonner. C'est une révolution. Parce que cette façon de changer intègre tout le monde, même les agents, même les partenaires, tout le monde est intégré. Parce qu'à partir des constats, mais c'est à vous, Congo, qu'est-ce que vous voulez? Et si le Congo est incapable de dire ce qu'il veut, il y a un problème. Mais si le Congo, maintenant, s'assoit, appelle tous les experts qu'il a, les historiens, sociologues, qu'est-ce que nous voulons face à cette réalité?
Ah non, nous voulons ça et ça et ça. Donc, on détermine, on définit les objectifs. C'est déjà une étape, du point de vue de la rationalité, une étape importante, qui ne doit pas être faite par n'importe qui. Les experts doivent se mettre, bon, pour ça, nous devons atteindre tels objectifs. Deuxième étape seulement. Donc, constat, maintenant, on vous dit définissez les objectifs. Vous définissez les objectifs. Et quand vous avez défini les objectifs, que nous allons arriver à tel endroit, vous devez vous poser naturellement la question, quels sont les événements qu'on peut rencontrer en cours de route? Ça peut être des événements positifs, des opportunités, comme ça peut être des événements négatifs, des risques. Les opportunités, vous ne devez pas être surpris non plus par les opportunités de ce genre. Préparez-vous déjà intellectuellement pour dire, s'il y a telle opportunité, voilà comment nous pouvons nous comporter. Ça renforce encore la réflexion. Et quand maintenant vous allez aborder les événements négatifs, c'est-à-dire les risques, ça va encore renforcer votre réflexion. Parce que là, on n'est pas, dans cette démarche, on est exhaustif. On n'est pas tout simplement approximatif, mais on est exhaustif. Mais la première démarche, on est approximatif. Mais la deuxième, on est exhaustif, c'est-à-dire jusque dans les détails. Mais vous savez faire ça. La notion de maîtrise de risque, est-ce que ne semble-t-il pas donner le goût pour tous les fonctionnaires, par exemple, mais c'est ça. Prendre et mais bien sûr, de travailler en étant efficace? Mais bien sûr, c'est là où nous devons arriver. C'est-à-dire, quand on raisonne dans ce sens-là, parmi les risques, on dira non, nos agents ne sont pas bien formés dans tel domaine. Le traitement des risques vous oblige à les former. Nos agents ne connaissent pas ceci. Est-ce qu'il faut les envoyer à l'école pendant 5 ans pour qu'ils apprennent ça? Et là, vous parlez des agents qui sont recrutés pas sur base d'un concours formel, mais des agents peut-être qui sont recrutés sur base des relations, sur base quelle que soit la forme de recrutement. Parce que nous savons dans la gestion, justement, dans la gestion des risques, quand on va aborder la dimension recrutement, on vous présentera tous ces risques-là. Et non, il y a des gens incompétents, mais qu'on recrute, soit par recommandation, par ceci. Qu'est-ce qu'il faut faire quand nous sommes devant des agents comme ça? Il y a des agents compétents, parce qu'il n'y a pas des gens qui sont spécialistes en tout et que vous allez recruter parce qu'ils sont spécialistes dans ceci. Non. La spécialisation s'acquiert. Maintenant, un universitaire vient de terminer. Mais il a déjà des prérequis, ce qu'on appelle les prérequis. Et quand il commence, vous n'allez pas l'obliger à être spécialiste en ceci pour qu'il vienne travailler. Non. Vous devez l'engager. Vous pouvez dire, bon, nous avons besoin des informaticiens. Donc, ils ont des prérequis. Maintenant, quand ils vont entrer, s'il y a une autre spécialisation dont vous avez besoin, être, je ne sais pas, spécialiste en logiciel, tout ça, ça devient une spécialisation. Vous allez les former pour qu'ils vous servent. Et dans le programme, on prévoit tout ça. La réflexion prévoit tout ça. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Congo, l'administration publique congolaise notamment, est par moments malade de ces hommes? Moi, je ne dirais pas ça, malheureusement. Mais l'administration congolaise... C'est ce que vous semblez dire, mais vous refusez peut-être de l'assumer. Le pays, voici ce que je veux dire en conclusion par rapport à ça. Notre pays, pas seulement les agents, notre pays est en mal de démarche intellectuelle. Elle est noyée, notre nation est plombée dans cette démarche traditionnelle. Un constat, cause, piste de solution. Ce sont les hommes qui mettent à musique. Mais justement, les différents programmes. Non, du point de vue intellectuel, le Congo ne peut pas dire qu'on a très peu d'intellectuels. Nous avons de grandes capacités. Mais cette démarche-là, mais il y a combien d'auditeurs internes au Congo? Je ne pense pas que nous soyons 100. Donc, mais il y a combien de juristes? Des milliers. Il y a combien d'économistes? Des milliers. Donc, les intellectuels sont là. Il suffit tout simplement de leur dire, chers amis, changeons ces paradigmes-là, les démarches. Au lieu de nous limiter, constat, cause, piste de solution, changeons de démarches. Mais qui peut aider alors le pays à arriver à mettre en place ces nouvelles techniques dans le domaine de la gestion? C'est le FMI encore qui doit venir? Non, mais c'est-à-dire et les partenaires, c'est-à-dire et nous au pays, et le FMI peut aussi nous aider.
Parce que quand les FMI voudraient, par exemple, apporter quelque chose, mais les FMI peuvent dire, je veux vous apporter, mais je constate que vous avez une faiblesse dans tel domaine. Il peut le dire. Mais avant qu'il ne le dise, donc, lui aussi doit se lancer dans cette démarche. C'est-à-dire, en faisant sa cartographie des risques de l'argent qu'il veut donner, il peut se dire, si je donne cet argent de cette façon, ça ne sera pas bien utilisé, parce qu'il y a des gens qui ne maîtrisent pas très bien la situation. Peut-être, il y a des gens qui ne maîtrisent pas bien la route, parce que même les cantonniers, on les forme. Mais vous avez affaire à des cantonniers non formés, ils travaillent vaille que vaille, et la première pluie, tout est abîmé. Donc, c'est qu'on n'a pas pris soin, et puis maintenant il faut encore financer pour arranger la route. Voilà les risques. Mais quand on sait que non, ici, il faut former des cantonniers pour qu'ils fassent de bonnes routes, eh bien, la route pourra résister. Voilà des petits détails. Alors, aidez-nous à comprendre une réalité. On a parlé depuis un certain moment des partenaires qui ont aidé le gouvernement congolais à réaliser le programme qu'on appelle de démobilisation, réinsertion sociale des groupes, des combattants qui sont soit dans l'armée régulière et même ceux qui viennent des groupes armés. Mais malheureusement, on constate qu'après qu'on les accompagne, ils reviennent dans la bourse pour la plupart, ou soit ils s'investissent dans les actes de vandalisme. Comment alors le gouvernement et ses partenaires pourraient résoudre de tels risques? Parce que c'est vraiment un risque sécuritaire. Maintenant, c'est-à-dire, les risques ne peuvent pas être un seul pour un problème. Chaque problème peut présenter plusieurs risques. Plusieurs. Même des milliers de risques. Mais le plus important, c'est votre réflexion qui va les identifier, qui va les évaluer et qui va les traiter. Votre réflexion va dire, bon, comme tel risque existe, comment je peux les gérer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous réfléchissez, avant même de prendre la décision, vous réfléchissez d'abord. Et quand vous avez maintenant la bonne réflexion, il faut insérer ces gens-là, il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire? Vous aurez la bonne réflexion, la bonne idée de faire ce qu'il faut faire. Mais tant que la réflexion n'est pas suffisante, vous vous limitez seulement, bon, insertion, faisons ceci ou cela. Maintenant, quand vous le faites, un mois après, vous constatez que c'est comme si la solution n'a pas été efficace. Ça prouve que vous n'avez pas géré tous les aspects. On ne dit pas que le risque zéro existe. Le risque zéro n'existe pas. Mais on peut, avec cette démarche, vous aurez l'anticipation, la prévention. De tout, sur tous les plans, vous aurez à tout prévenir. Et quand on prévient, de sorte que ce qui va se réaliser comme risque, vous pouvez facilement les supporter ou facilement chercher à changer. Parce que quand vous le verrez venir, vous pouvez vous dire, les risques tels est en train de venir, changeons déjà de stratégie. C'est ça la finalité de cette démarche. Donc, j'ai expliqué ça sous une autre forme, mais c'est ça la maîtrise des risques. C'est-à-dire, vous posez d'abord des questions dans toute démarche, surtout au niveau national, même au niveau des institutions. Qu'est-ce que nous voulons? Nous avons tel mal. Qu'est-ce que nous voulons? Ah, nous voulons ça et ça. OK. Maintenant, vous commencez à réfléchir à partir de là. Quand vous voulez ceci, qu'est-ce qu'il vous faut pour atteindre ces résultats? Mais vous devez réfléchir, identifier, évaluer, traiter les risques. Quand vous avez tout traité, maintenant vous aurez les solutions faciles. Vous direz, bon, commençons par ceci. Quand nous aurons terminé là-bas, nous allons faire ceci. Au lieu de commencer par une solution qui exige, par exemple, 200 millions de dollars, vous allez vous dire, non, comme on n'a pas les 200 millions, commençons par une étape qui peut nous exiger tout seulement 20 millions, 30 millions. Et vous savez que vous parlez dans un pays qui a des milliers de problèmes qu'il faut résoudre, des problèmes auxquels le gouvernement est confronté. Et alors, ses partenaires financiers viennent à l'appui aux différentes solutions que l'État propose. Alors, demander encore à l'État de former ses agents, de donner des enseignements, en fait, des techniques telles que celles-ci à ces agents, c'est pas encore beaucoup plus demandé. Non. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la campagne de sensibilisation sur le plan fiscal. Et on va demander aux gens,
arrêtez de payer les impôts, on vous sensibilise d'abord. Non. La vie doit continuer. Pendant que la vie continue, vous mettez aussi des réflexions pour commencer à résoudre les problèmes qu'il y a à résoudre. Mais le monde n'a pas commencé aujourd'hui. On ne doit pas avoir l'impression ou le sentiment que tout doit se résoudre maintenant. Qu'avec, comme il y a le chef de l'État est là, il a 5 ans de mandat, il doit résoudre tous les problèmes. Ça, c'est malhonnête. Mais qu'il fasse ce qu'il peut faire, il a rencontré le monde, il va le laisser. Le monde va continuer. Même si la fin du monde, je sais que la fin du monde existe, et disons la planète Terre va disparaître, selon les données des astrophysiciens, ça va disparaître. Mais avant la disparition, nous allons continuer, peut-être que ça sera dans 1000 ans, dans 1 milliard d'années, mais au moins, le monde, tant qu'il continue, à chaque étape, on résout les problèmes qu'il faut résoudre. Alors, et cette démarche-là de maîtrise des risques vous dira clairement qu'à cette période, résolvons d'abord tel problème, comme ça, celui qui viendra va résoudre tel problème, et celui qui vient, ainsi de suite. Alors, il y a eu une autre question de l'un des téléspectateurs qui voudrait savoir, avec cette nouvelle technique, jusqu'à quand, jusqu'à quel moment le Congo pourrait dire, écoutez, c'est fini, je ne pourrai plus être dépendant de ses partenaires, parce que selon lui, ils exercent un rôle d'espionnage. Non, ça, ce sont des raisonnements qu'on ne peut pas soutenir. Mais au moins, jusqu'à quel moment le Congo pourrait dire c'est fini? Non, on ne peut pas dire c'est fini. Comme les Chinois. Non, les Chinois n'ont jamais dit, ni les Russes, que fini les fonds monétaires, on tourne les dos. Non, mais ce n'est pas question de ils sont membres. Fini, mais au moins, ils n'ont plus besoin des programmes qui viendraient d'eux, parce que leur gouvernement savent qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver des solutions dans les différents problèmes. Quand nous serons capables de savoir ce que nous devons faire de nous-mêmes, on n'aura plus besoin de conseils à tout moment. Maintenant, le partenariat deviendra peut-être autrement. Mais nous devons d'abord intégrer cette démarche. Parce que quand on intègre cette démarche, tous les services de l'État vont changer de physionomie. En Belgique, on a eu une période où, plus d'une année, il n'y avait pas de gouvernement. C'est l'administration qui a dirigé le pays. Mais comme les services de l'État sont bien organisés, il n'y a pas eu de problème. Mais si aujourd'hui on devait faire la même chose chez nous, il y aura une catastrophe. Alors, au lieu de critiquer... Vous voulez dire que c'est le gouvernement qui gère mieux les choses, pas l'administration? Non, notre organisation voudrait qu'il y ait un ministre et que beaucoup d'administrations sont tributaires même de ce gouvernement. Beaucoup de services de l'État sont tributaires du gouvernement. De sorte que quand il n'y a pas quelqu'un qui doit... On ne va pas payer les impôts chez un ministre? Non, moi je parle du fonctionnement des services. Pas seulement les services d'impôts, mais même les services de l'environnement. C'est nécessaire pour le pays. Les services du commerce extérieur, c'est nécessaire pour le pays. Tous ces services. Mais est-ce que ce n'est pas parce que nous avons laissé aux politiques le pouvoir de donner des injonctions, même au niveau de la petite territoriale? Mais voilà. Or, avec la maîtrise des risques, ce pouvoir va diminuer. Non, mais déjà avec les lois sur la décentralisation, ce pouvoir du politique est limité aussi. Mais c'est ça. Maintenant, cette limite-là. Est-ce que le problème n'est pas aussi au niveau de l'application de nos propres lois, de nos propres Mais textes? c'est tout ça. C'est-à-dire, avec la maîtrise des risques, même les lois seront bien appliquées. Nous n'avons pas de mauvaises lois. Notre sous-développement n'est pas l'effet des mauvaises lois, non. Mais des mauvaises personnes. Mais de l'application. Maintenant, cette application sera plus aisée, plus facile. L'IGF sanctionne aujourd'hui. Mais il faut la prévention. Est-ce que l'IGF sera toujours en train de sanctionner? C'est-à-dire, vous faites le travail et puis après on vient sanctionner? Non. Il y a aussi la prévention. C'est-à-dire, il faut que les gens se mettent au pas. Mais avec la stratégie de maîtrise des risques, vous mettez tout le monde à nu. De sorte que vous êtes obligés de bien faire votre travail, indépendamment du contrôle éventuel. C'est-à-dire le contrôle a posteriori pourra venir, mais entre-temps, vous-même, vous avez la maîtrise de votre travail, vous le faites bien, le contrôle interne qui doit exister dans tous les services fonctionne très bien. En conclusion, on voudrait bien comprendre l'utilité de la maîtrise de risque et surtout
les programmes, l'efficacité de programmes du FMI, comment l'État pouvait s'y prendre afin que ce programme soit aussi adapté à nos réalités. Maîtrise des risques. Conclusion. Maîtrise des risques, comment? Parce qu'avec la maîtrise des risques, la maîtrise des risques, c'est un concept, c'est une finalité. Mais le moyen pour atteindre cette finalité, c'est le contrôle interne. Or, le contrôle interne est aussi profond, parce qu'on n'a pas le temps d'expliquer tout ça. Mais quand vous avez le contrôle interne, vous obligez, je dis bien, vous obligez tout le monde, tout travailleur, à bien faire son travail. Et quand les travailleurs font bien leur travail, c'est-à-dire, ce mécanisme les oblige à le faire. Quand ils vont faire bien leur travail, mais le résultat sera bon. Voilà. Merci beaucoup. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin, M. Bifoumanou. Vous avez été plus ou moins exhaustif par rapport aux questions des téléspectateurs. On pourrait y revenir prochainement, voir dans quelle mesure répondre à d'autres questions. Vous serez prêts? Je suis toujours prêt pour ça. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce triangle socle du Congo de ce jour où nous avons parlé du FMI, de ce programme efficace ou inadapté. On reviendra prochainement pour répondre aux questions que vous pourrez poser. Restez bien branchés sur votre programme. Voilà, au revoir et à la prochaine.